Bien, bonjour à tous. Il est 10 heures, hein. Nous allons pas tarder à commencer ce webinaire puisqu'on est très nombreux et on voudrait rester dans le timing qui est prévu. Donc, bonjour, bienvenue à tous pour ce rendez-vous de la facture électronique. L'occasion pour nous de refaire le point sur notre solution de dématérialisation des factures qui va impacter donc les logiciels Clipper et Silog. Voilà, c'est un webinaire qui est multiproduit, donc avec des utilisateurs de différents produits, mais tous utilisateurs de la solution Fortero que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement. Je suis Didier Artaud, je suis responsable produit sur le périmètre Clipper, Silog, Helios. Je suis en charge des évolutions et je vais être accompagné aujourd'hui de Anne Dupré, que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à ce webinaire. Je suis Anne Dupré, Product Owner et particulièrement impliquée sur le sujet de la facturation électronique pour notre groupe. Très bien. Je vais rapidement faire un point sur le déroulement de cette session. Donc, pas mal de participants, c'est pourquoi les micros sont coupés. Cependant, vous pouvez tout au long du webinaire poser des questions dans l'espace Q&A, donc Question and Answer, qui se trouve dans la barre d'outils que vous avez soit en haut, soit en bas selon votre disposition. Et donc, des personnes sont au niveau de cet espace-là pour déjà répondre pendant le webinaire aux questions qui pourraient être posées. Et nous consacrerons également un moment en fin de webinaire pour qu'on puisse également prendre directement des questions et répondre de façon plus interactive. Il y aura également une FAQ qui sera fournie avec déjà, enfin, elle est déjà remplie avec pas mal de réponses courantes, mais qu'on viendra éventuellement mettre à jour avec des questions d'aujourd'hui, qui sera donc diffusé. Et puis, bien sûr, l'enregistrement de la réunion vous sera à tous envoyé pour pouvoir l'utiliser en replay. Donc, on va rapidement passer sur la suite de ce webinaire. Rapidement, on va faire un point sur les attendus du calendrier de la réforme. Ensuite, on présentera réellement la solution dans les divers produits. Et puis, on fera un moment questions-réponses. Donc là, je vais laisser Anne commencer sur la réforme électronique. Ok, donc notre but est qu'à l'issue de cette présentation, vous soyez en maîtrise de trois notions qui résument la couverture fonctionnelle de la réforme. La première notion, c'est l'e-invoicing. Cela concerne les échanges de factures électroniques entre assujettis à la TVA sur le territoire français. La deuxième notion concerne le cycle de vie. C'est les échanges d'informations complémentaires sur les factures afin d'assurer le suivi de la facture jusqu'à son règlement. Et enfin, l'e-reporting, c'est faire en sorte de transmettre à l'administration fiscale des informations nécessaires au pré-remplissage de la TVA pour tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de l'e-invoicing. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi cette réforme? Alors le qui, toutes les entreprises assujetties à la TVA en France. Et évidemment, cela va concerner vos clients et fournisseurs en France et à l'international. Mais cela concerne également vos clients particuliers. Et enfin, l'administration fiscale. Le quoi? Alors, on en a déjà parlé sur le premier slide, l'e-invoicing et le cycle de vie, vos factures sur le territoire français. L'e-reporting pour les factures d'achat et ventes internationales. Mais ce n'est pas seulement ça, l'e-reporting, c'est aussi l'e-reporting pour les ventes aux clients particuliers. Et enfin, si vous produisez des factures soumises à la TVA sur encaissement, vous serez aussi concerné par l'e-reporting des paiements à déclarer régulièrement à l'État. Avec quels outils? Où? Eh bien déjà, dans votre ERP. Donc l'ERP, nous, au sens de la réforme, nous sommes considérés comme solutions compatibles. Mais nous n'agissons pas seuls. Nous sommes connectés à une plateforme agréée, anciennement appelée PDP. Donc la plateforme agréée pour Fortero et la PDP Esquire. Quand, vous avez déjà dû entendre parler de ces dates, au 1er septembre 2026, toutes les entreprises vont être obligées d'être en capacité de recevoir une facture électronique et produire les cycles de vie concernant les factures d'achat,
je refuse, j'accepte une facture qui est envoyée par mon fournisseur. Pour les très grosses entreprises, elles seront concernées par l'intégralité de la réforme également en septembre 2026. On entend par cela les entreprises qui ont plus de 250 salariés et plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Au 1er septembre 2027, la réforme concernera toutes les sociétés pour l'intégralité des 3 volets. Alors, aujourd'hui, c'est le calendrier officiel. Cependant, vous pourrez commencer, vous, à faire des tests d'émission également en 2026. Comment? Si on peut résumer cela en 4 blocs, la première chose, c'est faire évoluer votre ERP pour qu'il soit en capacité de produire des fichiers structurés, ces fichiers structurés qui matérialisent un échange de factures électroniques. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais une facture électronique, ce n'est pas un fichier PDF qui est envoyé par mail. C'est beaucoup plus que ça. Un fichier FactureX, qui est le support choisi par Fortero pour dématérialiser une facture, c'est un fichier PDF qui s'accompagne de données structurées au format XML à la norme C2I DB22. Une fois que votre ERP sait produire ce FactureX, il va avoir toutes les briques techniques pour se connecter automatiquement à une plateforme agréée qui va, elle, prendre en charge le transfert de la facture jusqu'à vos clients, ou alors collecter les factures en provenance de vos fournisseurs. Là, nous avons parlé des outils. Cependant, vous aussi, vous allez devoir vous adapter votre workflow en interne, notamment pour gérer ce cycle de vie et ces statuts qui vont vous permettre de suivre l'avancée de votre facture dans votre cycle jusqu'au paiement. Et enfin, ça va être les hommes aussi. Il va falloir les former, il va falloir les accompagner au changement, il va falloir monter une équipe projet pour que ce projet réussisse. Alors le pourquoi? Le pourquoi, c'est assurer la conformité réglementaire, hein. Cette réforme, elle est obligatoire. C'est réduire les coûts de papier et de traitement et d'archivage des factures, hein. Les plateformes agréées, en tout cas celle Esquire, va gérer l'archivage légal de vos factures. Ça va permettre de sécuriser les échanges. Le cahier des charges des plateformes agréées est extrêmement rigoureux et va nécessiter de respecter de nombreuses normes de sécurité. Et enfin, l'objectif ultime, hein, c'est le pré-remplissage de la déclaration de TVA. Vous n'aurez plus qu'à la vérifier, voire à la compléter pour certains cas, et l'administration fiscale sera servie. Comment travaillons-nous au niveau ERP pour vous apporter toutes ces fonctionnalités? Eh bien, au départ, nous avons travaillé avec des spécifications fonctionnelles qui ont été données par l'État. L'État, au départ, était prévu pour gérer la globalité de la réforme. Depuis peu, l'État se reconcentre sur la gestion de l'annuaire des sociétés et toute cette mécanique pour collecter les informations nécessaires à la déclaration de TVA. Elle travaille de pair maintenant avec l'AFNOR. Donc l'AFNOR a publié 3 normes. Donc si vous allez sur le site de l'AFNOR, elles sont en accès libre, elles sont gratuites. Vous tapez XPZ12 et cela va vous donner accès à 3 supports. La XPZ12012, ça va vous expliquer tout le contenu de ce fichier XML structuré qui va accompagner le PDF de la facture. C'est assez technique. Nous, on l'a longuement étudié. À la limite, ce n'est pas le sujet le plus intéressant pour vous. La XPZ12013, c'est purement technique, c'est pour les éditeurs, c'est pour les solutions compatibles, c'est pour se connecter aux plateformes agréées et les plateformes agréées, le protocole d'échange aussi avec l'administration fiscale. Par contre, ce qui intéresse vraiment les sociétés, c'est la XPZ12014 qui référence 37 cas d'usage de facturation. À ce jour, il risque d'y avoir plus de cas d'usage. Et celle-ci, je pense qu'elle est accessible pour les services de facturation parce qu'il est important que les sociétés se positionnent dans ces 37 cas d'usage pour nous aider, nous, en tant qu'éditeurs de RP, à définir les priorités de développement. On va essayer d'en gérer un maximum. Cependant, la réforme est assez complexe et il nous faudra votre concours, en fait, pour les prioriser correctement. Très bien, merci Anne. Je vais reprendre un petit peu la main, je vais vous donner quelques actualités sur la réforme en France. Donc, comme le disait Anne, depuis fin d'année dernière, c'est l'AFNOR qui a repris la main sur les spécifications. Et l'AFNOR a ce rôle effectivement de normalisation de toutes les specs et de toutes les communications. Elle a créé des groupes de travail dans lesquels sont impliquées certaines plateformes agréées. La plateforme agréée partenaire que nous allons utiliser, qui est Esquire, participe à ces groupes de travail, ce qui nous permet d'avoir un bon suivi temps réel des évolutions à ce niveau-là. Il y a également la France qui devient autorité PayPal. Alors, en gros,
Cette réforme française va s'inscrire dans une réforme beaucoup plus large, réforme européenne qui a un horizon à 2030. Mais donc c'est une bonne chose parce que du coup on est embarqué dans ce processus européen où il y a déjà donc des tests réalisés pour l'interopérabilité entre les plateformes agréées, mais également des initiatives qui sont engagées pour le long terme pour justement élargir cette réforme et donner au e-reporting une autre fonction, mais on va voir ça un petit peu plus loin. Il y a également l'ouverture du service annuaire. Donc, il est déjà en production pour les plateformes agréées depuis quelques temps pour qu'elles puissent commencer à opérer avec. Depuis peu, depuis quelques jours, vous pouvez également, enfin tout le monde peut également maintenant consulter ce contenu de l'annuaire. Donc, notre plateforme agréée a été l'une des premières à être accordée. Donc, on suit l'évolution de cet annuaire où on pourra également vous impliquer à un moment donné pour vous demander de vous inscrire si vous choisissez nos solutions. Et enfin, le dernier point, c'est on voit bien aujourd'hui sur l'avancement et sur les livrables qui sont donnés qu'on est officiellement donc, sur un point de non-retour. À un moment donné, il y a eu des questionnements sur est-ce qu'il fallait différer, annuler certaines parties, etc. Aujourd'hui, on voit bien que tout est poussé et tout est cadencé pour qu'on soit dans les temps sur le calendrier qui a été annoncé. Donc, première échéance septembre de l'année prochaine et celle d'après pour l'année d'après. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur les prochains mois? Qu'est-ce qui nous attend? Dès octobre, donc, on va avoir la publication des spécifications définitives. C'est-à-dire que les specs sont donnés depuis quelque temps. On a des mises à jour tous les 2 mois. Donc, au niveau, nous, des équipes et de la R&D, c'est suivi pour qu'on puisse intégrer ça au niveau des produits. Et en octobre, on aura la dernière mouture sur ces specs-là. Euh, En décembre, toutes les plateformes agréées qui se sont inscrites pour avoir actuellement des agréments temporaires pourront obtenir leur agrément définitif. Donc, il y aura l'enregistrement de tous les acteurs qui seront en capacité d'opérer donc, avec l'administration fiscale. En février 2006 va commencer une phase pilote. Donc, cette phase pilote, au niveau de l'administration, elle va être pilotée avec un panel de plateformes agréées et d'entreprises qui se sont manifestées pour tester en conditions réelles le fonctionnement du système. Mais nous, on souhaite également accompagner cette phase pilote en vous permettant, comme on vous aura inscrit au niveau des calendriers, vous permettant vous aussi de pouvoir commencer à générer, échanger des fichiers de façon automatisée. Enfin, le premier gros step, c'est septembre 2026, où il va y avoir le premier déploiement partiel donc, de la réforme avec pour toutes les entreprises l'obligation de recevoir les factures qui auraient été dématérialisées et pour les grandes entreprises et les ETI, l'obligation d'en émettre. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Effectivement, seules les grandes entreprises ETI seront obligées d'émettre à cette date-là, mais d'autres entreprises, si elles veulent commencer et si elles sont prêtes, pourront également commencer des émissions. Et à partir de ce moment-là, toutes les entités seront obligées de pouvoir récupérer ces factures dématérialisées. Et enfin, le dernier step, donc décembre 2027, où là, plus de questions à se poser, le déploiement est complet et donc toutes les entreprises devront émettre et recevoir les factures dématérialisées. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 342 jours de la première échéance. Ça nous fait 238 jours ouvrés et surtout, le temps passe vite et de plus en plus vite. Donc, pour être prêt, le mieux, c'est d'anticiper. Donc, 4 grands points pour, euh, pour nous amener jusqu'à cette première échéance. Le premier, c'est effectivement prévoir les impacts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau de vos entreprises, posez-vous la question, quelles sont mes pratiques de facturation? J'identifie mes flux et les cas d'usage que je peux avoir en me disant, voilà, ça c'est des factures qui vont partir sur du invoicing, ça sera plutôt de l'ordre du reporting, mais également, il faut bien comprendre que tous les flux de facturation vont être impactés par cette réforme, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des factures qui sont traitées euh, par un logiciel autre que le RP, un logiciel externe, ou même qui sont gérés avec de la génération Word ou je ne sais quoi. Voilà, ces factures demain devront quand même rentrer dans le flux de dématérialisation. Donc, c'est bien important d'identifier toutes les factures qui sortent de votre entreprise, mais également de pouvoir les regrouper en fonction de cas d'utilisation pour voir
typiquement les cas qui sont gérés et les cas qui vont peut-être demander des adaptations. Ça, c'est un rapport avec les 37 cas d'usage dont a parlé Anne précédemment. L'autre point très important à notre niveau, si vous optez pour nos solutions, ça va être de passer sur la dernière version de votre ERP, quel qu'il soit, puisque à partir de la version 2025, nous commençons à déployer dans chacun des ERP les briques qui vont permettre d'accompagner cette réforme à l'instant T. Et sur toutes les versions, les mises à jour qui vont suivre ces versions, il est important de les passer parce que nous allons amender et nous allons rajouter du fonctionnel en fonction des évolutions qu'on aura à avoir. Donc, très important, se poser la question, mon ERP est-il à jour et comment je peux engager la mise à jour. Ensuite, expérimenter. Dès que vous avez un des produits, vous pouvez déjà commencer à travailler avec. Dès aujourd'hui, dans les produits, vous avez la capacité de vérifier vos données, de générer des fichiers, de commencer à faire une première vérification de leur compatibilité, de leur viabilité. Et demain, dès que vous serez inscrit à l'annuaire, on pourra faire les premiers échanges avec des contrôles au niveau des plateformes pour affiner encore ces choses-là. Le but étant de pouvoir faire des échanges, de se préparer pour qu'effectivement, le jour J, eh bien, on soit prêt et on ne soit pas à courir après le temps encore là. Donc, effectivement, moi, tout ça pour vous dire attention au goulot d'étranglement. Effectivement, l'échéance va approcher vite. L'intérêt, c'est de se préparer dès maintenant. Euh, Juste une parenthèse également, donc la réforme prévoit donc toutes les étapes et toutes les procédures, mais elle a prévu également un petit volet répressif. Donc, il y a des sanctions pour ceux toutes les factures qui ne seraient pas émises ou toutes les transmissions qui ne seraient pas remises. Donc, il ne faut pas se focaliser là-dessus, mais à savoir que ça fait partie également de la réforme. Voilà. Alors, on va passer maintenant plus concrètement sur ce qui existe dans le produit, sur la transcription dans les divers ERP, et avec une première phase qui est comment, avec mon ERP, je peux déjà entamer la phase préparatoire et mettre en conformité mes données. Donc, au niveau des ERP, nous avons mis en place des outils qui vont vous permettre de faire un point sur votre système d'information. Euh, les factures aujourd'hui sont envoyées. Il y a pas mal de choses qui sont structurées, mais il y a encore beaucoup de choses au niveau de factures qui sont de l'ordre du déclaratif. Demain, comme l'a dit Anne, quand on va échanger des factures, donc il y a un PDF, mais il y a également tout un volet de données structurées. Et ces données doivent répondre à des règles, des catégories, des formalismes et des normes. Et donc, il est important qu'on puisse les identifier et les normaliser au sein de l'ERP. Pour donner un exemple, demain, les adresses devront être normalisées. Vos conditions de règlement, pareil, sont toutes normalisées. Les modes de paiement vont tous l'être. Donc, il va y avoir ce besoin de reprendre les données de l'ERP et de venir les raccrocher à ces catégories, ces normes, pour qu'ensuite le système puisse opérer. Au niveau des produits, nous avons mis en place une série d'outils qui vous permettent donc d'identifier de façon transversale les données qu'il faudrait mettre à jour et de pouvoir travailler en ayant des indicateurs en disant, voilà, je vais travailler plutôt sur cet axe ou sur ces tiers parce que c'est eux qui me génèrent le plus de trafic ou c'est là où j'ai le plus de volume ou là où c'est là où j'ai le plus d'erreurs. Vous allez retrouver donc cette stratégie dans tous les produits. Là, on a un premier exemple avec un écran clipper où on voit effectivement, donc, on peut voir par année le nombre de factures générées et les infos. Et vous avez des zones rouges donc, qui vous donnent, qui vous indiquent les zones qu'il faut remplir. On a la même chose au niveau de Silog, où on a la même manifestation, où là, par type d'entité, là, on voit sur la partie gauche, que ce soit les clients, les fournisseurs, les sites, les pays, etc., on peut voir le nombre de données qu'il y a à mettre à jour. Il y a toujours un système de deux couleurs, puisque on a en rouge les données obligatoires et en jaune les données facultatives. À savoir que c'est un choix qu'on a fait au niveau de nos solutions, c'est-à-dire d'introduire au niveau de nos produits l'intégralité des données attendues par la réforme. On sait très bien qu'au départ, tout ne sera pas complété, tout ne sera pas obligatoire, mais ces fichiers ont vocation à être enrichis et plus ils sont riches, plus il y aura des automatismes qui vont pouvoir se mettre en place. Donc là, il y a une vision transversale de ce qui est du travail qu'il y a à faire. Et lorsqu'on choisit effectivement un des sujets que l'on veut traiter, mais on retombe alors dans une seconde interface où là aussi, je peux directement venir renseigner mes sirènes, par exemple, qui n'ont pas été renseignées, ou mes codes TV intracommunautaires, etc., etc. Vous avez la même chose qui se manifeste au niveau du dernier produit, qui est Helios ERP, où là encore, le même état d'esprit,
adapté à l'ERP, avec une vision transversale des données, des indicateurs couleurs qui disent attention, là et là, il y a des infos à remplir, et la possibilité de venir mettre à jour ça de façon en masse hein, et de façon efficace. Voilà. On va aborder maintenant plus la partie invoicing, c'est-à-dire les échanges de factures. En premier lieu, recevoir une facture dématérialisée, puisque c'est ce à quoi toutes les sociétés vont être confrontées en premier lieu. Et là, c'est Anne qui va vous expliquer la suite. Très bien Didier, merci. Donc oui, effectivement, nous allons expliquer le flux de réception d'une facture dématérialisée. Donc ça commence par la production d'une facture par votre fournisseur dans son ERP, comme aujourd'hui. Votre fournisseur aura choisi une plateforme agréée. Cette plateforme agréée va opérer un certain nombre de contrôles sur le fichier que le fournisseur lui a transmis. Et si les contrôles sont validés, va transmettre le document à votre plateforme agréée de réception qui, si vous choisissez la solution Fortero, sera Escape. Cette plateforme agréée en réception va procéder à l'archivage légal, hein, toujours dans l'optique d'alimenter la piste fiable, et ensuite la transmettre aux outils Fortero. Côté ERP, cette facture va être intégrée dans un SaaS de dématérialisation achat. Donc ce SaaS, vous pouvez le comparer finalement à une boîte aux lettres dans votre société, qui est la boîte aux lettres dédiée à la réception des factures. Et depuis ce SaaS, les utilisateurs vont pouvoir opérer un certain nombre d'actions. Informatiquement, la première étape sera de dire, OK, j'ai une facture, est-ce qu'elle concerne un fournisseur que je connais? Si c'est le cas, on va avoir un traitement qui va s'appeler le rapprochement, qui va tenter de faire matcher le contenu de cette facture à d'autres informations de l'ERP, les bons de réception, les articles, etc. L'utilisateur va pouvoir analyser ce rapprochement et définir si cette facture est valide ou pas. Si jamais la facture ne respecte absolument pas les conditions contractuelles, il pourra la refuser et ce statut retournera chez le fournisseur. Si tout va bien, la facture est validée, il pourra transformer l'élément qui est dans son sas de dématérialisation, achat, en une vraie facture dans le module facturation existant dans le l'ERP aujourd'hui et ensuite procéder au transfert en comptabilité. Donc il y a une étape en plus finalement, c'est cette boîte de réception de factures électroniques. Quelques exemples hein, dans les produits. Donc là, ici, à gauche, vous avez un FactureX qui est un FactureX exemple que nous avons téléchargé sur le Forum national de la facture électronique, la FNFE. Ce FactureX, aujourd'hui, tous les produits, Siloc, Clipper, Helios, sont en capacité de le comprendre et de l'intégrer dans le SaaS de dématérialisation. Donc à droite, vous avez l'écran du SaaS qui a compris le contenu de ce fichier XML et qui a collecté toutes les informations du pied de facture et des lignes de facture. Et c'est sur cette base-là que l'utilisateur va pouvoir lancer un traitement de rapprochement, faire des analyses, valider ou refuser la facture. Si on prend un autre produit, Didier. Donc là, c'est sur Silog, hein, c'est le même, finalement, c'est la même cinématique. J'ai ici à gauche un FactureX qui vient d'un fournisseur. Ce FactureX, depuis le SaaS, dans un premier temps, je vais pouvoir l'intégrer, puis contrôler les données. Le contrôle, c'est le rapprochement. Et enfin, déclencher la création de la facture d'achat. Donc là, vous avez des indicateurs de couleur qui vous permettent de savoir si toutes les lignes ont été reconnues, rapprochées d'un article ou d'une ligne de bon de réception, et calculer un indice de rapprochement global sur la facture pour déterminer si la facture peut être créée. Et enfin, sur Helios, on est dans la même cinématique également. Vous avez à gauche le FactureX, à droite les écrans du SaaS, dans la partie haute la liste de toutes les factures en attente de contrôle, et dans le bas le détail de chaque facture, la facture sur laquelle on est positionné, avec en onglet les lignes, le détail des montants, etc. et les tiers concernés. Une question, Bon, Didier? ouais, très bien. Donc, effectivement, on va lancer un petit sondage. On a une question à vous poser suite à cela. Donc, voilà, le sondage apparaît. Donc, la question, c'est est-ce que toutes vos factures ventes sont saisies dans l'ERP aujourd'hui? Vous pouvez répondre très rapidement si c'est oui, si c'est non. Hop. Je crois qu'il y a Ah, une petite excusez. inversion des questions, Didier. C'était la facture d'achat normalement, mais c'est pas grave. Oui. Ah oui, effectivement. Je n'ai même pas remarqué, effectivement. Bon.
Ben, vous verrez arriver l'autre question tout à l'heure également, savoir si c'est pour la facture achat également. Mais bon. J'ai récupéré la souris parce que j'avais un petit peu perdu le flux. Donc, on va passer à la suite. Donc, le second flux d'invoicing, c'est-à-dire comment je vais générer une facture dématérialisée avec mon ERP et surtout comment je vais pouvoir la transmettre. Et Anne, je te repasse la main. Ok, donc là, hein, c'est ce qu'on a dit au niveau du calendrier. C'est des choses que vous pourrez faire en test avec les clients que vous avez identifiés ou et en production en septembre 2027 hein, pour la plupart des entreprises ici connectées. Comment ça va se passer? Donc déjà, les ERP sont prêts à générer des factures X, hein. Ça, c'est ce qu'il faut que tout le monde sache. La première étape, c'est que vous allez créer des factures par des traitements automatiques de génération de factures ou en les saisissant manuellement dans le l'ERP. Ça, c'est ce que vous connaissez déjà aujourd'hui. Dans ces factures, vous avez des informations qui ont été ajoutées pour définir les éléments nécessaires à la dématérialisation. Par exemple, on a un type de facture qui dit que c'est une facture, un avoir. On a un cadre de facturation qui définit le contenu de la facture. Est-ce que c'est des biens, des services? Est-ce que c'est une facture mixte? Bon, je ne vais pas vous citer toutes les informations de la démat, hein. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que globalement, dans le fichier structuré, il y a environ 400 balises. Nous, on a fait le choix dans les ERP du groupe Fortero de mettre un maximum d'informations dans ces factures X pour rendre service à vos clients. Parce que plus on transfère des informations dans Facture X, plus vos clients auront d'habilité en fait à l'intégrer automatiquement dans leur système pour créer une facture d'achat. Donc ça, c'est un échange de qualité en fait qu'on a voulu vous produire. Juste un aparté hein, sur les factures fournisseurs. Dans le sas de dématérialisation, vous pourrez facilement les intégrer si vos fournisseurs sont équipés d'un ERP qui donne du détail aussi. Donc, ce sera plus compliqué. Bon, si on se refocalise sur les facturants, je crée ma facture comme aujourd'hui. Et ensuite, cette facture-là, elle est complétée des informations nécessaires à la dématérialisation et elle va aussi être déversée dans un sas de dématérialisation vente. En vente, finalement, ce sas il ne va pas servir à grand-chose, ne serait-ce qu'à faire ensuite évoluer un cycle de vie dont on parlera plus tard. Si tout est conforme, on a une brique technique qui va vérifier que le fichier Facturix est conforme. Donc, il y a énormément de contrôles qui sont faits avant de l'envoyer à la plateforme agréée partenaire. Cette plateforme agréée, elle, son cahier des charges, c'est également de faire des contrôles. Donc, elle va faire des contrôles, votre plateforme d'émission, et ensuite la transférer à la plateforme agréée de votre client, qui refait également des contrôles et ensuite va diffuser la facture au client. Alors, juste ce qu'il faut comprendre, c'est que la plateforme agréée d'émission, donc Esquire dans notre cas par exemple, elle a le job en fait d'envoyer la facture à la plateforme agréée de votre client, mais c'est également elle qui va transmettre les informations à l'administration fiscale. Donc, à partir du moment où vous avez envoyé votre facture à votre plateforme agréée, l'administration fiscale est au courant et a déjà les éléments pour pré-remplir la déclaration de TVA. Très bien. Alors, avant de passer à la suite, je fais juste une parenthèse. Effectivement, on montre le processus, on insiste sur le rôle des plateformes, puisque voilà, il n'y a pas de magie dans les échanges de fichiers, c'est bien des protocoles entre entités différentes, etc. Mais à savoir que vous, dans votre quotidien, dans votre utilisation du produit, on a tout fait pour que tout se passe et pour que vous restiez au niveau de votre ERP. C'est-à-dire que la génération, ce sas de dématérialisation qui va représenter une sorte de boîte email, dans ce cas-là, une boîte d'envoi, voilà, va être votre interface pour faire fonctionner tout ça. Après, les connexions, les messages de retour des plateformes, etc., tout est géré au niveau de l'ERP. Vous avez vraiment la solution dématérialisation dans votre ERP. Et donc là, maintenant, on va regarder un petit peu la concrétisation au niveau des divers produits. Donc là, nous sommes positionnés côté Clipper. Donc Clipper a fait le choix à ce jour de générer la facture dématérialisée au moment du transfert en comptabilité. Donc, dans le transfert en comptabilité, vous aviez un contrôle du journal de vente qui est là depuis tout le temps dans l'ERP. Désormais, vous avez une deuxième fonction en fait de ce transfert qui permet de déclencher toutes ces étapes de contrôle du Facturix que nous allons générer. Et si jamais tout est OK pour le transfert en comptabilité et tout est OK pour la dématérialisation, alors les étapes sont validées et les deux opérations s'effectuent parallèlement. À partir du moment où il y a un problème pour le transfert en comptabilité, un compte n'est pas défini par exemple, ou une donnée est manquante sur le fichier Facturix, hein, par exemple ici on a une donnée non présente qui est le type de facture, les deux étapes sont bloquées. Il faut revenir sur la facture, apporter les corrections jusqu'à ce que les deux étapes soient validées et ensuite le Facturix est transféré de façon transparente, comme l'a dit Didier, à la plateforme agréée.
Si on prend le produit suivant, donc sur Silox, c'est un peu différent. C'est depuis le module de facturation, vous aurez la possibilité de demander la dématérialisation d'une facture. Donc là, on est dans un cas où c'est pareil, il y a une donnée manquante. Donc, je suis dans mon module de facturation, je demande le traitement de génération du fichier FactureX. Le système m'indique qu'il y a une donnée à compléter. Donc là, dans ce cas de figure, en fait, l'unité n'a pas été précisée sur la ligne de facture. Donc on voit que le message code l'unité de mesure de la quantité facturée à renseigner. Je clique sur l'erreur qui est relevée par ce contrôle de la facture dématérialisée et automatiquement, le système me positionne sur la ligne pour la correction. Une fois que tous les contrôles sont réalisés, le fichier FactureX peut être généré. Donc là, on imagine qu'on est dans le démarrage de la réforme, vous n'avez pas encore enseigné tout dans l'ERP, et donc vous allez pouvoir être confronté à ce type d'erreur. Quand tout sera calé, toutes les données de base seront enseignées. En théorie, ce contrôle sera qu'une simple formalité. Et enfin, sur Helios, ben, c'est la même logique que sur Silox. C'est depuis le module de facturation qu'on va pouvoir générer le fichier dématérialisé. De la même façon, on a des contrôles qui sont opérés, qui sont bloquants ou non bloquants. Et si tout va bien, le fichier FactureX est également transféré à la plateforme agréée. Donc, la deuxième question, Didier, s'il te plaît. Voilà. Donc, effectivement, de nouveau, vous allez avoir un petit sondage avec une inversion. Donc là, je pense qu'on a spoilé un petit peu tout le monde. Donc, c'est sur vos factures achats. Enfin, est-ce qu'elles sont toutes saisies aujourd'hui dans l'ERP, oui ou non? Voilà. Donc là, je vous laisse quelques instants pour y répondre. Et pendant ce temps, je reprends la main pour parler de la suite. Donc, le cycle de vie, qui est donc ce fonctionnement, ce mécanisme qui va permettre de suivre les statuts de la facture pendant son voyage entre vous et son destinataire, on va dire, et donc toutes les étapes pour faire le suivi de cette facture-là. C'est parti pour le cycle de vie. Donc, on revient sur les trois mots-clés. On a parlé de l'invoicing. Le deuxième mot-clé, c'était le cycle de vie. Donc, le cycle de vie, c'est également des échanges de données dématérialisées. Quel est leur but? C'est suivre la facture jusqu'au paiement. Dans le schéma ici à gauche, vous avez l'ensemble l'ensemble des statuts qui sont aujourd'hui prévus, sachant que cette liste est encore complétée par l'AFNOR. En bleu foncé, vous avez les statuts obligatoires. Si on prend les statuts obligatoires, hein, je les lis, rejeter, déposer, refuser, encaisser. Donc, ces statuts obligatoires se découpent en deux familles. La première famille, c'est les cycles de vie de transmission. Moi, je les appelle, ce sont des statuts techniques. Ces statuts techniques, ils sont gérés par les plateformes agréées. Et leur but, en fait, c'est d'opérer des contrôles structurels et sémantiques sur les fichiers qui sont générés et produire des statuts dès qu'un problème est détecté ou alors dès que la facture est considérée comme valide et déposée à la prochaine étape. Donc, par exemple, là, si on regarde le schéma, le vendeur envoie une facture à sa plateforme agréée, celle-ci opère un certain nombre de contrôles, elle peut renvoyer au vendeur un statut rejeté ou transmettre la facture à la plateforme agréée du client et positionner le statut déposé et émis par la plateforme. Ça, ce sont les cycles de vie de transmission statut technique. Ça ne vous concerne pas directement, vous allez les recevoir, vous allez les subir, mais vous ne pourrez pas les agir dessus, ou en tout cas donner ces valeurs vous-même dans l'ERP. Là, on revient dans l'ERP et ce sont des cycles de vie de traitement. On les appelle aussi statuts métiers. Ceux-là, ce sont des statuts qui vont vous permettre d'échanger des informations avec le tiers qui est concerné par la facture. Vous êtes acheteur, vous recevez une facture, vous allez pouvoir, parce que le contrat n'est pas respecté ou les termes légaux ne sont pas adaptés, vous allez pouvoir refuser la facture. Le statut refusé, il est hyper important, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que le statut refusé, quand il est positionné par un acheteur, il est transféré à l'administration fiscale et dans ce cas, l'administration fiscale diminue le montant de la facture de la préparation à la déclaration de TVA. Et après, il y a d'autres cycles de vie qui sont des statuts optionnels, mais qui sont néanmoins intéressants en fait dans l'échange avec vos clients et fournisseurs. C'est le statut approuvé, approuvé partiellement en litige. Le dernier statut qui est obligatoire, et c'est lié à l'e-reporting sur la TVA sur encaissement dont on parlait au début de la présentation, c'est le statut encaissé. Donc, à date, vous devez déclarer les encaissements par un cycle de vie
encaissé et un e-reporting d'encaissement, dont on parlera tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, c'est le rejeter, déposer, refuser, encaisser. Dès le démarrage de la réforme, vous serez concerné. OK, et pour boucler la boucle, on va parler de la troisième notion qui est le e-reporting, donc toutes les transmissions de données à l'administration fiscale qui sont sur des flux autres que ceux qu'on a pu voir aujourd'hui. OK, donc la première partie, c'est les reporting pour les ventes. Donc les ventes, c'est toutes les ventes que vous faites à destination de clients particuliers ou à l'international. Donc depuis l'ERP, vous allez saisir votre facture, génération de facture. La facture est transmise à la plateforme agréée et la plateforme agréée, donc sous la forme d'un facture X, hein, toujours pareil, comme si c'était un client sur le territoire français, la plateforme agréée transfère ensuite les informations à l'administration fiscale. Donc c'est la plateforme agréée qui est responsable du flux des reporting. Et la facture est après transmise par les voies classiques aux clients étrangers ou particuliers. Deuxième volet, pour les achats. Donc pour les achats, donc c'est tous les achats faits en Union européenne et hors Union européenne pour les prestations de services seulement. Donc ces factures fournisseurs, vous les saisissez dans l'ERP. Elles sont ensuite transférées pour archivage légal et avec un fichier structuré qui est lui-même digéré par la plateforme agréée qui va gérer les reporting. Et enfin, le dernier volet dont on a déjà parlé, ce sont les paiements pour la TVA sur encaissement. Donc depuis l'ERP, ou par un port de données d'une comptabilité, on va constater des paiements à date liés à des factures qui seront typées comme assujetties à la TVA sur encaissement. Et on va déclarer les montants TTC et peut-être qu'on va devoir aussi déclarer le détail de la TVA, mais ce n'est pas encore très clair dans les spécifications. Une fois qu'on va produire ces informations-là, on va également les transférer à la plateforme agréée et elle va se charger de les reporting à l'administration fiscale. Donc on voit hein, sur ce schéma que à la fin du film, on a toujours l'administration fiscale. Et pourquoi? Ben, parce que ça a un impact sur la préparation sur la déclaration de TVA. Ça va évoluer tout ça. Pourquoi? Parce qu'en Union européenne, donc Didier l'a dit au début, on a la directive VIDA qui va être appliquée, donc c'est VAT in Digital Age. Et cette directive VIDA va faire en sorte finalement que toutes les factures dans l'Union européenne soient véhiculées, comme ça va être le cas pour les invoicing sur le territoire français en 2026 et 2027. Donc ça va simplifier aussi les flux des reporting. On n'aura plus vraiment de cas particuliers pour les reporting, en tout cas sur ce qui concerne l'Union européenne. Bon, mais très bien. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du processus de dématérialisation, surtout la mise en œuvre qu'il y avait dans les ERP. Donc pour rappeler le fonctionnement et les gros éléments donc, qui sont présents au niveau de vos produits, c'est la phase préparatoire, tous les outils qui vont permettre de mettre en conformité les données, ce on a vu au début. Le flux invoicing dans son ensemble, avec effectivement dans le sens je reçois mes factures, mais également le sens de génération des factures, donc sur les achats et les ventes. Le cycle de vie avec la gestion des statuts. Là aussi, tout ce qui est statut obligatoire géré au niveau des plateformes, etc., l'ERP va les collecter, la transmission sera faite, mais c'est transparent avec vous. Par contre, vous avez la possibilité, vous, et l'obligation pour deux d'entre eux, hein, l'acceptation de la facture ou le refus, et puis les encaissements, de pouvoir donner. Mais ce cycle de vie, quand il va être enrichi, ça va être également un gain formidable puisque vous allez avoir un suivi temps réel de là où en est vos facturations. Et enfin, donc le dernier flux, le e-reporting, voilà, tous les autres flux autres que les, euh, les B2B sur le territoire national donc, sont concernés par ce e-reporting en attente effectivement d'une automatisation dans le cadre de de la norme européenne. Vous l'avez vu, on vous a présenté les solutions aujourd'hui sous forme d'écran fixe, enfin de slide, parce que voilà, sur trois produits, c'était difficile d'aller dans chacun des produits, faire vraiment la démonstration. Je vous rappelle par contre que entre mars et avril, sur chacun des produits, donc que ce soit Clipper, Silog et Helios, nous avons fait un webinaire où nous avons fait la démonstration des capacités du produit en termes de dématérialisation directement en situation. Donc, ces webinaires sont accessibles depuis vos espaces clients. Quand vous aurez le support, je vous ai remis les liens également pour pouvoir y accéder directement, pour voir la solution en live dans le produit. À savoir que sur la fin de l'année, nous allons certainement refaire des webinaires puisqu'on aura actualisé les solutions pour pouvoir de nouveau faire une démonstration dans le produit. Et puis la dernière question que nous avions à vous poser,
Le petit sondage de nouveau. J'attends qu'il apparaisse. Voilà. Donc, dernière question que nous avons posée, notre de facturation électronique vous intéresse-t-elle? Donc, vous avez trois choix possibles. Oui, et je souhaite souscrire avant la fin de l'année et bénéficier donc de 25% de réduction puisqu'on a une offre actuellement en cours sur cela. Oui, mais pas avant le début 2026. Et enfin, non, je ne compte pas, je compte passer plutôt par un prestataire externe. Voilà, je vous remercie de nous indiquer un petit peu votre position pour avoir une vision un petit peu du parc à ce sujet-là. Hop, je reprends la main et on va passer à la phase de questions-réponses. Il nous reste 10 minutes pour cela, donc on est bien dans le timing. Alors, j'ouvre un petit peu les questions. Donc, il y en a qui ont été posées, il y a eu des réponses qui ont déjà été données directement pendant la discussion. J'ai vu passer des questions sur quelle est la version du produit à passer. Donc, à savoir que ce soit sur Clipper, Helios, Silog, voilà, vous ne vous posez pas de questions, vous dites je veux faire la mise à jour. Les versions que l'on a actuellement embarquent déjà une partie des développements pour gérer la réforme. Euh, et le plus simple, c'est effectivement d'entamer au plus tôt cette phase de mise à jour, parce que selon que vous veniez d'une ancienne version ou pas, ça sera plus ou moins long de vous faire la mise à jour. Mais une fois que vous êtes sur la dernière version, ensuite, passer les versions et les ajouts supplémentaires qui arriveront pour la déforme sera une formalité. Donc c'est pour ça qu'on vous invite tous à passer sur la dernière version. Donc pour Clipper, c'est la 25. Pour Silog également, pour Helios, c'est la 24, savoir qu'il y en a une qui arrive prochainement. Une autre question, rapprocher la facture d'achat à un article, est-ce que c'est obligatoire ou facultatif? Ça dépend du produit. Ça dépend du produit. Clipper, c'est gérer des factures sur des articles sans avoir à préciser l'article. Et sur Silog, par exemple, ça n'est pas le cas. Il faut forcément que l'article existe. Après, on peut prendre dans certains cas un article générique ou une prestation générique pour rapprocher, mais là, pour le coup, ça va vraiment être adapté en fonction du produit. Ok. Une question qui dit, peut-on recevoir les factures d'achat via l'APA sans les intégrer dans la comptabilité? Alors, effectivement, si vous prenez notre solution avec notre partenaire agréé, on peut se positionner comme étant le hub de facturation de l'entreprise. C'est-à-dire, toutes les factures peuvent être, qui vous sont adressées, peuvent tomber au niveau du sas de facturation. À partir de là, on sait très bien qu'il y a des factures qui ont vocation à être traitées dans le RP, puisque voilà, la commande a été issue, les réceptions ont été faites, etc. Le rapprochement peut se faire naturellement là, mais il y a des factures qui peuvent également vivre dans un circuit en dehors de l'ERP. Je pense par exemple des factures liées à, vous avez acheté des prestations pour un webinaire ou une réception, ou vous avez acheté un véhicule pour votre flotte commerciale. Elle n'a pas forcément vocation à être traitée à l'ERP. Elle peut arriver au niveau du sas de facturation. Elle peut être mise à disposition de l'entreprise pour son traitement. Le cycle de vie et l'encaissement pourra être signalé au niveau du sas de facturation et la facture aura été traitée dans sa dématérialisation. Je prends d'autres questions. Euh, Toutes nos factures achats doivent-elles passer par le RP? Actuellement, nos factures de production passent dans le RP et nos factures moyens généraux et par une autre plateforme. Ben oui, c'est exactement le cas que j'ai précisé. Il y a, les factures n'ont pas toute vocation à être traitées dans le RP, donc elles peuvent arriver au niveau du SaaS et être traitées soit dans le RP, soit à côté. Ou si vous avez plusieurs plateformes agréées, on peut imaginer que vous ayez des flux concurrents. Alors, lorsqu'un client règle qu'une partie de la facture, il n'existe pas de possibilité d'indiquer la part qui a été réglée et le solde en attente de règlement. Donc ça, c'est une question Helios. Je ne sais pas si on est en capacité de répondre dans le détail, à savoir que là, ça rentre dans le cadre effectivement des cas d'usage. Il y a 37 cas d'usage qui ont été identifiés.
on s'attache au niveau des ERP de les faire monter en, en compétence, si jamais, pour pouvoir traiter l'intégralité de ces usages. Donc, si aujourd'hui, vous dites qu'au niveau d'Helios, vous avez un défaut à ce niveau-là, enfin, une impossibilité de, de notifier le solde de ce qui est en attente de règlement, ça fait partie des cas d'usage qui vont être pris en compte par la R&D certainement. Bah oui, je pense que de toute façon, dans tous les cas, il faudra qu'on prévoie à minima par produit un EDI pour importer des règlements d'une comptabilité Mhm, pour les clients qui partiraient avec nous sur l'intégralité du flux. mhm, tout à fait. Si le ERP en question n'est pas équipé d'une comptabilité, en tout cas, ou d'une saisie de règlement. Alors, il y a une question qui dit, alors quand je clique, elle disparaît. Est-on obligé de générer une facture via FactureX pour le reporting des factures internationales? Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On peut, mais dans l'absolution Fortero, ce sera le cas. Ce sera le cas parce que on a convenu avec Esker qu'on allait leur envoyer les factures X pour tous les types de clients, B2C, B2B international et B2B domestique. Et eux, à partir de ce contenu-là, vont générer les reporting. Donc Ok, c'est notre choix aujourd'hui. Ok, j'ai une question également qui pose sur le traitement des factures de frais, tels que les restaurants, les carburants, etc. Oui. Donc, ben, demande comment ça pourra être traité. Donc, Elles vont arriver par la plateforme agréée, hein, de toute façon. Alors, ça va dépendre des cas. Ça dépend, ça fait partie des cas d'usage. Les notes de frais, il y a toujours des questions dessus. Est-ce que le collaborateur a payé et a demandé une facture au nom d'entreprise? Est-ce qu'il a directement demandé une facture au nom d'entreprise et n'a pas opéré le règlement? Mais dans tous les cas, s'il y a une facture qui est produite au nom de la société, elle sera véhiculée en fait par les plateformes agréées et à intégrer dans le RP ou la comptabilité en fonction de la solution choisie. mhm. Il y a aussi une question d'une personne qui dit, j'achète des biens hors CE, que dois-je faire? Saisir la facture comme aujourd'hui et on va donner les briques techniques pour transférer les informations qui vont bien à Esker pour qu'il fasse les reporting. Mhm. Euh, Alors, j'ai une question, c'est si on passe par notre prestataire, pourrons-nous récupérer le fichier Facturis qui sera généré pour le transmettre manuellement à notre PDP? Alors là, effectivement, on n'est pas rentré dans le détail de l'offre commerciale. Il y a des questions effectivement concernant également l'offre que vous ne connaissez pas forcément, ses tarifs, etc. Euh, Suite au webinaire, on vous prendra, enfin, on prendra contact avec vous pour vous donner les éléments purement sur l'offre elle-même. Mais pour cette question de est-ce que je peux quand même récupérer mon Facture X et utiliser une autre plateforme agréée pour le transport? Tout à fait. On a scindé notre offre en deux niveaux. On a une offre intégrée qui permet, qui donne au logiciel la capacité d'effectivement absorber un format dématérialisé et également émettre le format dématérialisé. Donc, dans ce cas-là, vous lui mettez à disposition du Facture X, il va savoir le traiter et vous générez aux factures, il va vous mettre à disposition des factures X et ça s'arrête là. Il n'y a pas la phase de transport. Donc là, effectivement, ben, vous aurez les fichiers en local, charge à vous ensuite de les faire transporter par une autre plateforme, ou alors effectivement l'offre full, où en plus de ce mécanisme-là, il y a notre plateforme qui va, elle, s'occuper du transport et des vérifications. Peut-être prendre une question sur l'annuaire. Dois-je entraîner la plateforme choisie par mon client et ou fournisseur ou cela se fait automatiquement via l'annuaire? En fait, dans votre ERP, vous n'allez pas renseigner la plateforme choisie par votre client. C'est pas le but. Par contre, votre client va vous donner une adresse électronique. Donc, une adresse électronique, finalement, c'est comme si vous donnez une adresse postale, mais c'est le pendant pour la dématérialisation. Et vous allez avoir besoin de cette adresse électronique pour lui transférer la facture. Dans la plupart des cas, cette adresse électronique sera égale au sirène. Cependant, si votre client, lui, il a séparé sa gestion des factures en déterminant que les factures pour la logistique, c'est un endroit, les factures, ces frais généraux, c'est un autre endroit. Il pourra avoir plusieurs adresses électroniques dans l'annuaire et donc charge à lui de vous donner la bonne pour que les factures arrivent au bon endroit.
Mais c'est pas sa plateforme, vous n'allez pas avoir le nom de sa plateforme agréée, ça n'a pas d'utilité. Après, c'est l'annuaire qui joue le rôle. C'est cette adresse électronique, donc c'est ce tiers, donc c'est cette plateforme agréée, donc j'envoie à cet endroit-là. Mm. J'ai une question d'une personne qui dit je ne gère pas les achats aujourd'hui avec l'ERP. Est-ce que pour recevoir les factures dans le sas de facturation, est-ce qu'il faudra quand même que je crée tous les fournisseurs dans l'ERP? Alors, pas du tout. C'est-à-dire que le sas de facturation, c'est vraiment une boîte aux lettres, hein. Il faut voir ça comme votre boîte mail. Votre facture, hein, elle vous est adressée par le mécanisme d'annuaire et d'identifiant. Elle va arriver, elle est prise en compte au niveau du sas de facturation et elle vous sera présentée. Donc, vous pourrez voir la partie lisible, c'est-à-dire la facture au format PDF. Toutes les données qui sont à l'intérieur, on pourra vous les présenter également, donc le fournisseur, etc., etc. Sauf que le système vous dira, je ne connais pas ce fournisseur, enfin, il ne pourra pas faire le rapprochement, mais ça n'empêche pas que vous avez reçu votre facture et ça fait partie des factures que vous pourrez dire, mais OK, ces factures-là d'achat, je les prends, je les mets à disposition de mon service comptabilité pour qu'ils soient traités en dehors de l'ERP. Et voilà, c'était juste quand ça arrive dans sa facturation, quand elles sont présentées à l'ERP va essayer de les rapprocher de ceux qu'il connaît. S'il ne le connaît pas, il va le dire. Si moi, je ne connais pas ces tiers-là, est-ce que vous voulez les créer ou pas? Et dans ce cas-là, ben, vous n'avez pas à les créer et vous pourrez effectivement les récupérer les factures. Pour tout automatiser, il y a quand même, je pense, intérêt à les créer, passer du SaaS à la facture d'achat directement en comptabilité, parce qu'à chaque fois qu'une facture va arriver, ça va fluidifier la gestion. Mhm. Par contre, Oui, Didier, je tout à pense fait. qu'il va falloir qu'on Oui, conclue. il faut qu'on rende la main. Alors juste ben, un mot de conclusion. Ben, déjà, ben, merci à tous d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Merci pour votre attention. Il y a eu des questions sur la mise à disposition du support également, donc il n'y a pas de souci. Vous allez avoir le replay à disposition, le support, la FAQ, et puis on reste évidemment disponible si vous avez des questions complémentaires. Tout à Voilà, fait. bien, Merci à tout le monde. merci.